Comme tous les samedis à 18h, on a des gens qui sont invités pour nous raconter le skateboard depuis les années 60 ou 70 ou depuis que ça existe. Et puis aujourd'hui, on a Eric Gros qui est avec nous. Bonjour Eric, comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va très bien, merci. Et puis on a toujours Thierry qui est toujours avec son livre. T'as pas ton livre? Et Ouais, voilà, et voilà, voilà. Alors, Un peu de pub, hein. ouais, parce que ah, l'interview, ça dure 1 heure et en 1 heure, on n'a pas toujours le temps de tout raconter. Donc, pour avoir les détails, il faut aller, c'est de ce côté-là, il faut aller voir le livre de Thierry qui a beaucoup plus de détails. Donc, en parlant de détails, je voulais vous dire que donc nous, on est en direct il est 18h jusqu'à 19h. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions, surtout à Eric, parce que c'est lui qui va raconter l'histoire du skate au niveau commercial, et puis ou des commentaires, ou on est un petit peu plus grand, quoi. Donc, quelquefois, on imagine des choses, on se dit, moi j'ai été en Californie en 1972 et j'ai acheté la planche Sims, et puis en fait, Sims, ça n'existait pas du tout à l'époque. Donc, il y a quelqu'un qui dit, attends, t'as pas pu acheter une planche Sims Ozoï en 72 parce que Ozoï, il n'était pas chez Sims. Attends, j'étais sûr que je l'avais acheté là. Et donc, voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, donc si vous voulez nous poser des questions ou si vous pouvez nous faire des commentaires, pas de problème. Vous savez où ça marche, il y a les commentaires en dessous. Donc Eric Gros. Alors Eric, on n'a pas besoin de le présenter, mais je vais quand même faire une petite introduction de 30 secondes. C'était le patron, le directeur, le propriétaire de Hawaii Surf. Et en fait, ça a commencé avec Skateboarder House. Alors Eric, merci beaucoup d'être avec nous. Et toi, toute ta vie, tu as été dans le skate en fait. Oui, j'ai commencé après mon bac que j'ai raté en 76. J'ai monté un petit magasin de skate parce que je savais pas quoi faire. Et depuis 45 ans, j'ai fait toute ma carrière et toute ma vie dans ce magasin. Ouais. Alors, je sais que tu habites à Ivry. Moi, j'ai été au lycée à Ivry, à Romain-Rolland. Toi, à quel lycée t'étais? À Robespierre. À Robespierre. Ouais. C'est loin de Romain-Rolland, Non, non? c'est à 5 minutes, mais Romain Roland, c'était le lycée classe et moi, C'était le Robespierre, lycée c'était le classe. lycée fédéral. Je savais même pas. vous n'avez pas les mêmes valeurs, les gars, mais n'empêche que vous avez chacun d'entre nous a posé ses briques dans cette grande histoire. Mais bon, c'est pas grave. On est tous des rebelles de toute façon. C'est ça, on est des pirates, comme tu dis. Ouais. Donc, et finalement, tu l'as eu le bac ou pas? Non, je l'ai raté. Je l'ai Alors, raté justement, avec alors brio. c'est super parce qu'il y a des tas de gens qui disent ouais, pour faire du commerce et tout, il faut avoir fait des écoles de commerce et tout, sinon ça Oh marche là là, pas. oh là là, Eh ouais. ben, toi, tu es vraiment un exemple où même quand on n'a pas le bac, on peut faire des trucs absolument extraordinaires parce que Hawaii Surf, c'était quand même sur les 40 ans que ça existait, le plus gros vendeur de skate en France, j'imagine, non? Bon, je pense, oui, ou le plus vieux et Oh, puis le plus grand en quantité dans le temps, parce que même si une on n'a pas référence. vendu plus de skates un jour X, on a duré quand même 40 ans. Il y a eu deux, trois vagues où tout le monde était mort et on est toujours resté là. Donc, Ouais. Bah alors, je vois que tous les trois, on a un point commun. Notre lieu de prédilection, le Pays Basque, n'est-ce pas? C'est quand même drôle, quoi. Biarritz, c'est chez nous aussi. Donc, en fait, et comme tout est parti de là, c'est le berceau du skate en France, il faut le rappeler aux auditeurs. Tout est parti de là et non pas de Paris. Hein. Voilà, parce que bon, le ah ben, parisianisme, on connaît bien. Hein, mais... Et Eric, toi, tu as démarré sur Biarritz. Comment ça s'est moi, passé la à ton première fois que avis? j'ai fait du skate, c'est à Biarritz. Je suis parti en vacances en mobilette avec des potes en grise. En mobilette à Biarritz? Ouais, on a Oh fait, là on a fait. là! Alors, j'ai pas fait de tout, moi, mais mes potes étaient partis de Paris et ils m'ont rattrapé dans les Landes chez ma mère. Et on a fait notre première vacances en mobilette, en grise, et on est parti faire nos vacances à Biarritz. Il y avait un pote qui avait un vieux skate. On a trouvé là-bas des Barlandes et on a acheté des skates un peu plus performants. Et voilà comment ça a commencé, quoi. On, Parce que on a découvert le skate à Biarritz avant le surf, avant tout, quoi. Euh, Ça, c'était à quelle époque? 72, 73? non, c'était juste avant le 76, donc ça doit être l'été 76 ou l'été 75, je pense, peut-être. Ouais. Ou, ouais, c'est à l'arrivée de l'Uretan, en fait. T'as pas vécu la période roll surf avec les roues en terre cuite. non. Moi, j'ai Voilà. commencé déjà. Alors, les premiers skates qu'on avait, c'était des roues caoutchouc. Et quand on est arrivé à Biarritz, ils avaient déjà des roues
des roues polyuréthane, et c'est là qu'on a compris que c'était pas les mêmes, quoi. Donc, Mais tu es issu du surf ou du skate, en fait, ou les deux? du skate, du skate. Ouais. Alors, J'ai tu as commencé Gabi à faire du Bress. surf Non, mais j'ai On commencé était, à faire on du surf était en quand train de j'étais dire là qu'on ne dit pas bonjour aux personnes qui nous écoutent. Donc, on a Gabi Bress qui est là et qui dit salut Eric. Donc, Salut Gabi. c'était juste pour dire que si, on écoute ce que vous nous racontez dans les commentaires. Alors, Non, excuse-moi, j'avais fait un Eric. peu de surf, moi, au début, quand j'étais jeune, parce que ma mère est hollandaise, j'allais de temps en temps à Biarritz en vacances, etc. Donc, j'avais acheté un surf, un Barland d'ailleurs, fait par Joël Roux, et je m'en servais un peu, mais une fois par an, donc c'était pas, vous pouvez pas appeler ça le surfeur, alors que le skater, j'en faisais quand même beaucoup plus. À Paris, c'était quand même beaucoup plus facile, quoi. Et t'en faisais où à Biarritz? T'allais au phare ou au lycée, au spot? J'ai commencé avec Joe Moraes, j'ai pris des cours de surf avec Joe Moraes, Bien, qui bien. était le tonton surfeur, un des premiers Ah oui, oui, à la vivre légende. là-bas. Et quand j'ai lu ton bouquin, je me suis retrouvé, pareil que toi, devant la vitrine. Toi, tu craquais devant les skates. Moi, j'étais peut-être un peu plus en avant parce que j'étais le voir avant pour un surf ou deux. Mais c'est pareil, c'était un endroit irréel, quoi. On ne pouvait même pas imaginer, quoi, un magasin comme ça. C'est vrai quand on est gamin, quand on voit ça en vitrine, on est comme des enfants devant des confiseries, quoi. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Alors, Joe Morez, c'est incroyable, quoi, parce que nous, on a tous les trois, et pratiquement tous les gens qu'on a invités depuis le début nous citent Joe Morez. Alors, moi, je sais que Joe Morez, à l'époque, je l'ai connu, parce que moi, évidemment, j'allais à Biarritz et tout, mais je ne savais pas qu'il était aussi connu que ça. Et à chaque fois qu'on invite quelqu'un, il me dit ah ouais, moi, j'ai commencé avec Joe Morez, je suis allé à son magasin et tout. Et toi, tu as même pris des cours de surf avec lui, c'est ça? Et dans un parigo qui arrive à l'eau, qui n'a jamais vu la mer, enfin, qui n'a jamais vu la mer. J'ai pas fait de bateau, j'ai rien fait. Donc, là, tu parles que mes parents, ils m'ont dit, on va mettre avec un prof quand même. Puis des profs, il n'y en avait pas 50 000 à l'époque. Hein. C'est pas comme maintenant où il y en a tous les coins de rue. Il y en avait un. Voilà, donc j'ai pris des cours avec lui. Et tu vois, ça n'a pas été terrible parce que tu vois. Alors, j'ai Christian qui nous fait un commentaire là, qui nous dit Ouais. fais gaffe, c'est des pros, ils vont te piéger dans les questions. Non, on va pas te piéger, on va pas te raconter des choses. Non, on n'est pas de la même engeance que ces médias actuels là, qui essayent de piéger à tout prix les autres. Mais tu avais dit que tu étais allé à Biarritz en 1967 et on se rend compte que non, c'est pas vrai parce que tu été en 68. Donc, comment est-ce que tu expliques que tu as menti, quoi? Ouais, je vous laisse 2 secondes, les amis, mais continuez. Donc, on continue là-dessus. Donc, tu as pris des cours avec Joe Morez, avec Hawaii Surf. Voilà. Ouais. Et puis, j'ai ramené ces skates à Paris et très vite, j'avais raté mon bac, j'ai commencé un peu à bosser, ça me faisait chier et il a fallu faire quelque chose, quoi. Donc mon père, il était architecte, il avait un petit bureau, enfin, il avait un grand bureau d'études et j'ai squatté un petit peu de son bureau où il y avait un peu de place et j'ai commencé à monter un magasin de skate qui s'appelait Skateboard House où il y avait rien au départ, il y avait 3 skates. Voilà la photo. Alors ça c'était un peu plus tard, mais très très peu plus tard. Et on a commencé à vendre du Relais, du Midden, du Banzai, des marques françaises. Et puis on a bien vu que les marques françaises c'était pas terrible, donc on a acheté des magazines américains, donc on a commencé à faire venir des Ampoule, des Gordon et Smith, des marques américaines qui étaient quand même, enfin qui nous faisaient un peu plus vibrer, un peu plus rêver, quoi. Donc voilà comment le magasin il est parti, quoi. Il n'y avait pas grand-chose, avec une passion et oui, mon père m'a un peu drivé pour le business parce que c'est clair que je savais pas trop comment faire. T'avais quel âge quand tu as commencé? Après le bac, donc je sais pas, 18 ans, 19 ans, quoi. Ouais. Et alors pourquoi Ivry? Parce que vous aviez un local ou... Oui, parce qu'on habitait à Ivry. Mon père avait un bureau d'architecture en bas où était le magasin. Et puis à l'époque, l'architecture marchait, enfin, c'était un peu plus compliqué. Donc il y avait des bureaux d'études en bas avec des tables des dessinateurs, des tables à dessin. Et puis il y avait un bout de libre. Donc je lui ai demandé ce qu'il foutait de ça. Il m'a dit bah, vas-y, installe-toi là. Et ma grand-mère m'a prêté 30 000 balles, 30 000 francs à l'époque. Et puis j'ai commencé comme ça, quoi. J'ai commencé vraiment avec rien, sans savoir rien faire.
Et en plus, j'étais même pas payé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de salaire, il n'y avait rien. Donc, donc pendant moins 1 an, j'étais au crochet de mes parents sans un salaire, sans rien, parce que la société ne gagnait pas d'argent, quoi. Oui. Alors, à l'époque, la concurrence, alors ça, c'est une question. Est-ce que toi, tu étais le premier à Paris ou l'un des premiers en Bon, il y en France avait d'autres. Il y avait Chattanooga qui était avant moi, je pense. Il y Ouais. avait. En premier, il y avait l'implantateur Chattanooga qui n'était pas encore un magasin, hein, qui était un showroom. Et puis il y avait Globe, le magasin Wall, avec Gérard de Coster. De Zone 6. Est-ce que et- Zone non, 6, c'est c'est pas arrivé Zone 6, après c'est venu après Zone 6. Hein. Non, Zone 6 a venu après, ouais. Ah, Il y a eu d'abord Off-Road, et puis ils ont Ouais. transformé le magasin de moto pour faire un rayon skate, et c'est devenu Zone 6. Parce que c'était au 6 rue Étienne Marcel. Oui, ça c'était un magasin de moto qui a pris le premier étage et qui a fait Voilà. du skate et du Voilà. roller. Et après, Soulier a importé, comme moi, mais d'une manière plus importante, il importait des États-Unis pour revendre aux autres magasins, quoi. Et eux, ils bossaient avec les Anglais, avec Scuda, apparemment, les planches, l'équivalent des planches de série grande distribution comme les Banzai et Rollet. La D'accord. marque Scuda qui était anglaise, a priori, ça a commencé comme ça, Off-Road. Après, ils sont diversifiés, ils ont fait comme toi, ils ont pris beaucoup de matériel Ouais, américain. d'américains, quoi. Ouais. Ouais. donc, au début, tu vendais quoi? Juste quand tu as ouvert, qu'est-ce que tu avais comme planche, comme marque? Disons, les 6 premiers mois. Relais, Midden, des planches marques françaises, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait tant? Ouais. On vendait des casques de hockey, des SK100, des genouillères de hockey sur glace parce qu'il n'y avait rien d'autre. On vendait des les roues, Cooper, les Norton, tout ça, quoi. Ah, même Norton, c'est arrivé après, quoi. Hein. C'est arrivé après. Ah ouais, enfin, c'était. Au départ, on allait chercher des trucs chez Leluche, là, à Boulogne, qui vendait des trucs de hockey sur glace. Ouais, du Jofa, quoi, des choses comme ça. Ouais, des trucs de hockey sur glace qu'on a essayé on cherchait des trucs pas chers parce que il y avait rien, on avait besoin de casque, on avait besoin de protection parce qu'on se prenait des tôles, donc il fallait qu'on se protège un peu, donc on a cherché un peu. Le fait d'être pratiquant et d'être utilisateur, tu sais vite ce que tu as besoin, quoi. Enfin, pareil, les skates, on les cassait, donc on a essayé après de trouver des skates un peu plus costauds. Ça, c'est un des premiers stickers qu'on a fait au magasin. D'ailleurs, regardez le numéro de téléphone, il n'y a même pas de 0, il n'y a même pas de 4. Hein, 3 chiffres, 672 0710. Et ce numéro de téléphone, il n'a pas changé pendant 40 ans. Après, c'était toujours la même. Hein. Il y avait après eu le 04, c'est 01 et 01 et voilà, 2 chiffres de plus, quoi. C'était. Alors, les premières marques américaines, comment tu as fait pour les avoir? Tu les as achetées à un distributeur local ou tu as été aux États-Unis? Les premières, on allait acheter des magazines américains chez Brentanos à Opéra, qui était une librairie américaine, enfin une librairie anglaise. Donc, il y avait la Bible Skateboarder Magazine, ah bah oui. Voilà, donc on a acheté le magazine américain là-dedans. Après, quand on a vu qu'ils étaient là, enfin qu'ils existaient, on s'est abonné et on les a reçus. Mais au départ, la première fois qu'on les a trouvés, c'était là-dedans. Et puis on a regardé les marques qu'il y avait. C'était pas compliqué. Donc il y avait Ampoule, il y avait Valsurf qui vendait aussi des skates, mais c'était un magasin. Il y avait ACS, il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Gordon & Smith. Bennett, Tracker Trucks. Toutes ces marques-là. Donc, alors au début, moi, je me suis pas emmerdé à acheter des skates, des roues, des trucks, etc. On a essayé de trouver des marques qui fabriquaient tout pour avoir tout d'un seul coup. Donc, on a apporté du Ampoule où il y avait des trucks ACS chez eux, du Gordon & Smith et ils vendaient des planches démontées et aussi complètes. Donc, on a importé comme ça, mais c'était une tannée. Il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas de mail, c'était du télégraphe, du téléx. Ouvrir des lettres de crédit avec les banques, c'était une année. On ne savait même pas si ça allait rentrer ou pas. On payait des gens dans le vide sans savoir. Une fois que c'était rendu en France, après, il fallait se battre avec les douanes pour le faire dédouaner. Enfin, tout ça, ça prenait 3 mois, 4 mois, 5 mois pour remporter c'était vraiment un parcours du combattant. Parce qu'en plus, tu envoyais l'argent et quand ils avaient l'argent, ils commençaient à fabriquer. Donc, il n'y avait pas de stock, il n'y avait rien, quoi. Donc, ça prenait une éternité, quoi. Ça t'est arrivé d'avoir envoyé de l'argent et d'avoir jamais rien reçu et le type a disparu? Non, par contre, ça m'est arrivé de commander des planches chez Gordon & Smith. À l'époque, il y avait les Wartel 1 et les Wartel 2. Les Wartel 1, c'était des planches en bois massif épaisses comme une poutre. Et je me suis gouré sur la commande. On était déjà au Wartel 2 et 3 et j'ai commandé une centaine de Wartel 1
qui sont arrivées et c'est pas celle que je voulais, quoi. Donc, on oui, était à la mêlée oui. et là, on revenait en arrière 10 ans. Donc, oui, enfin, forcément, on fait des conneries et c'est comme ça que tu apprends. Hein. Après, tu fais gaffe, quoi. À cette époque-là, moi, je précise quand même, il y avait 3 typologies de matériel accessible à tout public. Il y avait évidemment les skateboards complets, on va dire bas de gamme, grande série, qu'on trouve aussi en grande distribution, hein, donc très vintage, en polypropylène et autres, comme les Banzai et autres. Il y avait ensuite le matériel, comme tu dis, que vous y arriver tout complet, mais par contre, c'était une marque qui faisait tout elle-même, des roues aux trucks et aux planches. Il n'y avait pas énormément non plus, soit c'était des montages composites avec différentes marques, et il y avait tout le matériel que le skateur déjà plus averti, plus pro entre guillemets, se constituait lui-même. Donc il venait acheter ses roues à part, ses trucks à part, ses planches à part. Donc voilà les 3 typologies, je pense, je me trompe pas, mais c'était un petit peu dans cet esprit-là, quoi, où vous travaillez, quoi. Ah non, mais c'est clair que nous, on avait déjà lâché le jouet parce que le premier skate dont tu parlais, c'était plutôt des magasins de jouets et c'était plus du sport. Enfin, c'était Du vendu loisir, quoi. Ouais. du loisir. Donc nous, on avait déjà zappé cette première tranche. On était dans la deuxième tranche et on est vite arrivé dans la troisième parce qu'en pratiquant, on a bien vu qu'un truck monté sur une ampoule qui tourne pas, et ben ça tourne pas, quoi. Alors que tu prends un ACS ou un Goldwyn ou un Tracker, c'était bien plus agréable. Donc, on s'est vite mis à vendre des produits qu'on faisait en custom-made, qu'on montait soi-même. Et petite question, est-ce que tu as fait comme d'autres concurrents qui sont arrivés très vite après dans les années en 78, hein, je fais allusion à Valsurf, à Kingskate et autres, ou Rollmac, qui faisait fabriquer ces planches avec son estampille alors qu'elle venait des États-Unis, ou pas? Est-ce que vous aviez des modèles Hawaii Surf? Non, nous, on n'a jamais fabriqué de skate parce que pour moi, c'était pas. D'abord, c'était pas facile. C'était notre métier. Et puis on a fabriqué pas mal de choses, mais on fabriquait ce qu'il n'y avait pas. Parce que enfin, toi, je veux dire qu'à un moment où ça sert à rien de se faire chier à fabriquer un truc que quand tu l'as à côté. Enfin, les Ricains faisaient des trucs très très bien, donc il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à fabriquer du skate, quoi. Par contre, en parallèle, très rapidement, on a fabriqué du roller parce que on voyait bien qu'aux États-Unis, il y avait du roller, mais il était pas très évolué. Comme mon père, qui était archi quand il était un peu ingénieur, donc quand il a vu les skates américains où c'était de la fonte d'alu soudée, enfin hyper lourde, etc. On a vite fabriqué des rollers à côté avec les mêmes roues parce que c'était les mêmes roues, mais une platine qui montait sur une basket, sur une vanne, sur un truc comme ça. Et ça, on a fabriqué. Mais les skates, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt, quoi. Donc en fait, vous avez contribué quelque part à l'exponentiation du quad, du vrai, quoi, et non plus du patin. Ah bah oui, c'est clair. Oui, parce que forcément, à l'époque, c'était quand même pas si la guerre que ça, comme ça l'a été après. C'est-à-dire que les rollers et les skates étaient dans les parcs, étaient partout en même temps. Ils étaient potes, quoi. Ils n'étaient pas haineux comme ça peut être passé, quoi. Pas après. Ce qui est drôle, c'est quand même, voilà. Ce qui est drôle, c'est quand même c'est l'industrie du patin à roulettes qui a quelque part servi à créer les premiers skateboards, hein, avec les empattements et les roues de patin en ferraille d'époque qui servaient aux jeunes des villes pour créer les premiers skateboards. Hein. Et nous, on ne le savait pas forcément parce que c'est des trucs qu'on a découvert après, mais moi, je me suis bien vite rendu compte que, de toute façon, ils cohabitaient dans les skateparks, partout. C'était un peu la même ambiance. Alors, ils allaient peut-être aussi un peu danser dans des boîtes, etc. Mais il y avait quand même une liberté un peu parallèle entre le skate et le roller, de se balader dans les rues et d'aller arpenter, faire du board avec ses potes, etc. Donc, et puis c'était les mêmes roues, c'était les mêmes roulements. Il y avait quand même beaucoup oui. Donc, on a dit vite. D'ailleurs, la première fois que je suis allé aux États-Unis, c'est avec mon Italien qui fabriquait des rollers en Italie, avec qui on a partagé, enfin, on a développé pas mal de produits. Et on s'est dit, tiens, on va aller aux États-Unis, voir un peu ce qui se passe. Donc, on s'est payé un billet d'avion pour aller à New York à un salon. Et quand on arrive au salon, on est arrêté sur le trottoir. Le salon, le mec était parti avec la caisse. Il n'y avait pas de salon. Donc, on avait fait 10 billboards pour rien. Donc, mon copain italien, il m'a dit, bon, écoute, on va rentrer. Je lui ai dit, non, on va pas rentrer, on est aux États-Unis, on prend notre billet, puis on va en Californie, quoi. C'est pas possible, quoi. Et c'est ça mon premier voyage, un peu à l'arrache, quoi. Sans adresse, sans rien, on parle anglais comme un mauvais écolier. Donc, voilà, c'était un peu les débuts, quoi. Alors, Vas-y, Xavier, mais il faut préciser quand même, parce qu'on est sur le roller, que à la chute de cette, on va dire,
côté mode du skateboard fin 78, début 79, ça commençait un petit peu à dégringoler sévèrement. Beaucoup de magasins qui sont trop spécialisés. Toi, tu as su heureusement te diversifier pour pouvoir tenir, parce que c'était une période très dure au niveau creux, catastrophique économique au niveau du skateboard. Toutes ces roues de skateboard ont finalement rendu service et ont créé, si on peut dire, le roller skate, quoi, parce qu'elles ont été réutilisées pour les patins à roulettes. C'est comme ça qu'il est arrivé la main jaune, le disco roller, c'était les années disco, quoi. Et c'était le renouveau du patin à roulettes grâce à ces stocks de roues. Hein. Je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que. Non, c'est clair. C'est clair que on importait des roues par carton de 100. Donc, c'est clair que les skates en prenaient 4, les rollers en prenaient 8. Donc, ça a été quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile et sans vouloir, enfin, sans le savoir, on a, alors que tous les magasins de skate étaient stress skate et ils faisaient pas beaucoup de choses à côté. Zone 6 un peu, s'ils faisaient un peu de roller, mais tous les autres étaient très skate. Bah, ils ont dégagé pratiquement, pas tous, mais une bonne partie quand c'est descendu. Alors que nous, on avait d'autres produits. Et puis, je te cache pas qu'à l'époque, j'avais 18 ans ou 19 ans. J'étais pas un super businessman, mais quand j'allais voir les banques pour faire du business, pour ouvrir des lettres de crédit et que je leur disais, j'ai un magasin de skate avec mes cheveux longs jusque-là, ils n'étaient pas très, très chauds. Et quand je voyais le chiffre d'affaires qu'on faisait l'hiver, il a fallu qu'on trouve autre chose, quoi. Donc, on essayait de se diversifier très rapidement, quoi. Alors, la diversification, est-ce que ça passe également par la construction de rampes ou de skateparks ou de choses comme ça? Et là, donc, on voit une photo. C'est un skatepark qui a existé, ça, ou c'était juste un Alors, ça, truc? c'était un plan de projection, mais les produits ont existé. Non, c'était pas du tout mélangé avec mon activité. C'est mon père qui était archi et qui, pendant les premières rampes qu'on a fait, c'est lui qui les a dessinées, qui les a construites. On les a construites, mais lui, il a fait des plans. Et puis, il nous a dit, bon, voilà, il faut faire ça. Les premières. Alors là, j'ai une super anecdote que vous êtes au courant parce que c'est dans mon bouquin. Nous avons fait un plan B pour aller sous le grillage à l'entreprise Bona dans l'Oise, hein, si je ne me trompe. Et puis le directeur, il commençait à s'inquiéter parce qu'il voyait des skateurs, son champ de tubes transformé en piste. Nous, on était fascinés parce qu'on voyait les grands pipelines américains dans les déserts en Arizona et tout. Et on voulait la même chose en France, mais seulement le diamètre était beaucoup plus petit. Et à partir de là, après, je pense que vous étiez intervenu avec un team, je ne sais pas si tu étais présent, mais le lien s'est fait avec la société SER de ton père qui était dans le bâtiment, avec Bona, pour justement, ton père a créé des plans pour diversifier cet industriel, pour mettre en place dans les squares, les lieux publics, des petits tubes en béton comme ça, prémoulés, que fabriquait Bona. Hein, c'est ça, non, je me trompe pas. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais à mon avis, tu as dû participer parce qu'ils ont dû se rendre compte que ça marchait bien. Mon père s'est connecté avec eux, je ne sais pas par quel biais, et il leur a fait des plans. Voilà, c'était donc ce que tu faisais voir, des plans de modules. Il y avait des modules droits, des modules en barre de gâteau qui faisaient qu'on pouvait faire des pipes. Le module qui est au-dessus, c'est le module qui est en dessous retourné, et puis il y a les modules qui étaient en angle qui faisaient les arrondis, quoi. Et donc, lui, il vendait ça, enfin, il fabriquait ça à Bona, et après, il le vendait aux municipalités. Il y en a eu un peu partout en France qui étaient modulables, qui se baladaient un petit peu. Alors, ça, vous avez fait aussi des rampes, c'est ça? Oui, alors ça, c'est celle que tu vas voir en macrolon. C'est celle qu'on avait un peu vue dans les magazines. Et Thierry, tu as dû voir ça, toi, dans les magazines américains. Il y avait ces rampes en macrolon. Mais avant, c'était déjà bien développé, quoi. Parce qu'avant, on a fabriqué des rampes en bois qui étaient même pas verticales, qui étaient, je sais pas, celle que tu l'avais peut-être vu sur les photos avec Tip Edge, où on avait fait venir il y avait un Américain qui était venu, et quand il a vu la rampe, il a dit, non, attendez, moi, je monte même pas là-dessus. Ça bouge dans tous les sens. Il fallait un mec à chaque coin pour la tenir, parce que ça branlait quand tu étais en haut, tout bougeait dans tous les sens, quoi. Et après, on a quand même, mon père a développé des trucs parce qu'il a vu que c'était pas possible, que c'était du bricolage. Et quand tu arrivais à 20 ou 30 à l'heure en haut de la rampe et que tu sortais des roues sur un truc qui bougeait dans tous les sens, c'est pas possible. Il a dessiné des rampes en macrolon avec les photos qu'il a vues dans les magazines américains. Et voilà, ça c'est celle qui était faite, qu'on a baladé un peu partout parce que c'était notre rampe de démo avec tout le team qu'on avait. Et celle-là, il y avait 1 mètre de vertical. Là, je sais pas si vous voyez sur le bon, mais à la hauteur de ma tête, c'est vertical. Donc, il y avait 1 mètre ou 1 mètre 20 de vertical au-dessus de ma tête, quoi. Donc, c'était un truc qui faisait 3,50 mètres de diamètre, pas de plat au milieu, donc arrondi, un tube complet arrondi.
Et pour arriver à sortir des roues, nous, on a mis 4-5 ans où y arriver là-haut. Et la première fois qu'on l'a sorti, aux 6 jours de la Bastille, Ouais. il y avait un Anglais qui s'appelait Benji Board, qui s'appelait je ne sais plus comment. Il est sorti Jérémy de 3 Anderson. roues. Ouais. Damien Anderson, il a sorti des roues tout de suite. Lui. Il était tellement pro, il avait tellement l'habitude d'aller dans les pipes qu'il nous a mystifiés, quoi. Ouais. Alors, faut quand même préciser un truc par rapport à ça, parce que là, on est passé du coq à l'âne, mais les 6 jours de la Bastille, ça a été un énorme showroom de tous les fabricants, les exposants, il y avait des stands partout, il y avait des rampes partout, mais que ces fameuses rampes en question, c'est vraiment les ancêtres préhistoriques de la rampe actuelle et des mini-rampes aujourd'hui, et maintenant, bien évidemment, des skateparks en béton qui ont tout à fait évolué, mais à l'origine, il n'y avait pas de plat, il n'y avait pas de plateforme. Et tout le risque était là, quoi. Les bordures. C'était quelle année, ça, tu t'en souviens? Je me souviens plus de l'année, moi, ça. Les premières rampes, alors la première. Non, les 6 jours du skate. Les 6 jours, c'était en 78, en fait. En 78, en juin 78, à l'ancienne gare de la Bastille, avant la construction de l'Opéra Bastille. Parce qu'avant, le train arrivait jusqu'à Bastille, pour être au plus proche c'était à l'exposition universelle de Paris, avec la Tour Eiffel, tout ça. À l'époque, ils avaient fait une gare pour que les gens arrivent directement au cœur de Paris. Et cette ancienne gare de la Bastille a fonctionné assez longtemps. Il y a même un train je me souviens, qui avait traversé le quai, qui était tombé dans la rue en bas. C'est un gros accident en 1910 ou quelque chose comme ça. Et après, ils l'ont transformé en grand lieu d'exposition. Et donc, le skateboard a bénéficié de cet endroit magique pour faire une grande exposition autour du skateboard à l'américaine, quoi, avec des fabricants, des exposants, des stands. Il y avait de tout d'ailleurs là-bas. Et d'ailleurs, une Coupe de France qui avait été organisée. Alors moi j'ai lu un truc absolument incroyable. Alors, j'ai lu que derrière le magasin de Hawaii Surf, il y avait un endroit libre, un magasin, un entrepôt, un truc comme ça. Et vous êtes passé par la fenêtre, vous avez tout cassé et vous avez installé une rampe. Raconte-moi ça, c'est un truc incroyable cette histoire. Au départ, mon père avait le bureau d'études devant où on avait monté le magasin. Et puis, c'était un immeuble qui venait de se construire quand on est arrivé, enfin, il n'y a pas très longtemps. Et donc, il y avait des locaux après, où a été après Hawaii Surf, mais il y avait des locaux qui n'étaient pas utilisés. Donc, ils étaient abandonnés, ils étaient en train d'être vendus, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de. Donc, on avait pété une fenêtre, on avait ouvert un mur et on a mis les rampes qu'on avait, qui étaient entreposées dans des garages, etc., qui ne servaient à rien la semaine. On les a mis dedans parce qu'on s'est dit, on est à l'abri et comme ça, il ne pleut pas. Et pendant au moins 1 an ou 2, on a squatté cet entrepôt en faisant du skate et tous les potes venaient, tous les mecs du team venaient et on ridait là-dedans, quoi. Et au bout d'un moment, on s'est un peu fait jeter. Et puis, le local a été vendu aux enchères. Et c'est là où c'est la partie, si vous êtes venu chez Hawaii Surf, c'est la partie où il y a le snowboard. Donc, la grande partie qui était haute sur plafond, c'était cet entrepôt qui était juste limitrophe au magasin et sans lequel on a fait notre entraînement de skate l'hiver. Alors vous avez eu la chance d'aller à maintes reprises dans cet entrepôt avant que Eric bazarde tout. C'est plus un entrepôt, c'était un musée du skateboard et du surf. Raconte-nous un petit peu comment tu as pu accumuler autant de richesses, de collections de toutes époques. Est-ce que c'est quelque chose de viral chez toi? C'était la collectionnite? Comment c'est venu? C'est par rapport au stock invendu? Comment tu as fait réaliser? Oui, ça commençait tout simplement avec les stocks invendus. C'est-à-dire que quand il y avait un truc qui marchait, on en commandait beaucoup. Et puis au bout d'un moment, le truc, il tombait des nues. Enfin, il était obsolète parce qu'il y a un autre truc qui arrivait. Donc, ce truc-là, on le vendait pas. Donc, on le foutait au sous-sol, on le foutait dans un coin. Et puis on s'en servait pas parce qu'il n'y avait pas besoin enfin, on ne pouvait pas le solder à l'époque. Il y avait pas les mecs qui voulaient des trucs modernes en permanence. Quoi. Donc, un truc qui était obsolète, ils ne se vendaient pas. Donc, on l'a foutu au sous-sol. Et puis, petit à petit, il s'est aggloméré des trucs. Alors, 2-3 par-ci, 5 par-là, 10 par-là. Et puis, ça a été en skate, en surf, en snow, dans tous les sports. Et puis aussi, moi, après, quand j'ai commencé à être un peu plus à l'aise, avoir un peu plus de temps, il y a des choses que j'ai vendues qui me sont passées dans les mains et que j'avais même pas gardées, quoi. Parce que quand tu vends, ton but, c'est de plus en avoir zéro en fin de stock parce que c'est ça le but d'un commerce. Donc, des planches, par exemple, je pense à un truc, ce qui m'a mis la puce à l'oreille très rapidement, c'était des Natas, quoi. Il y a un moment, Natas était des planches, on en vendait des quantités astronomiques. Et puis au jour un lendemain, Natas, il n'est plus été champion, c'était autre chose. Et je me suis dit, putain,
J'en ai vendu combien? J'en ai vendu 50 par semaine ou pendant des années et j'en ai même pas gardé une. Donc j'ai commencé à en rechercher des neuves sur le Bon Coin, sur eBay pour avoir gardé comment dire, pas de thermomètres, mais des trucs qui ont marqué l'évolution, qui ont marqué l'évolution. Alors maintenant, tu fais le bonheur des collectionneurs parce que tout ce vieux matériel, maintenant, tu le vends, c'est ça. Je sais qu'il y a des tas de gens qui recherchent des planches des années 60, 70, 80. Alors ça, évidemment, c'est du surf. Mais bon, tu fais la même chose avec le skate ou pas? Oui. Alors, c'est pas si compliqué. Le problème du surf, c'est que c'était très très grand. Il faut de la place pour exposer, pour transporter, donc je suis obligé d'avoir des endroits un peu privilégiés pour ça. Le skate, il suffit de mettre trois skates sur un site pour les vendre facilement, quoi. Donc et puis j'en ai gardé quand même beaucoup. J'ai vendu quelques trucs parce que j'en avais des wagons, mais j'en ai encore un wagon à Paris ou sur des entrepôts que j'ai pas encore amené sur ma retraite à Biarritz, quoi. Donc, Alors, s'il y a des collectionneurs qui nous écoutent, bah, vous savez où aller si vous voulez retrouver du vieux matos. Il a tout. Je confirme, c'est une caverne d'Ali Baba. Il y a vraiment de tout, et puis des choses complètement improbables. Là, c'est dommage parce que j'ai une série de photos que j'avais prises chez toi là-bas, mais c'est hallucinant tout ce que tu as. Puis des reliques incroyables, des choses que je soupçonnais même pas, que je savais même pas que ça existait, quoi. Même des skates à 3 roues, il y a de tout. Récemment, là, il y avait Wheels and Waves et ils cherchaient les planches de skate 50-60. Et je sais pas comment ils sont tombés sur moi. Ils m'ont demandé, je leur ai prêté une vingtaine de skates avec des roues, justement, t'en parlais tout à l'heure, des roues en acier, des roues. Oui, c'est ça, des patins roulettes coupés en deux, montés dessous. Donc, et je leur ai prêté ça pour qu'ils exposent dans le skatepark de Biarritz, justement. Bon, moi, j'ai le souvenir que tu nous avais vraiment beaucoup dépanné quand on avait organisé avec les ethnologues du CNRS la grande exposition au Musée national du sport à Paris, Béton Hurlant. On avait fait nos courses chez toi, c'était très impressionnant. Et c'est vrai que là, il y avait vraiment du collector, même du rarissime, c'était magnifique, quoi. Oui, parce que j'ai gardé, je te disais, des merdes qui traînaient, mais j'ai aussi cherché des trucs qui m'intéressaient parce que si je suis dans le skate depuis si longtemps, c'est aussi parce que j'aime bien un peu la mécanique, un peu les beaux objets. Et donc, il y a des trucs qui ont marqué. Bah, si on parle de Goldwyn, si on parle de choses comme ça, il y a des choses qui ont été des inventions magiques, quoi, qui ont un peu révolutionné, quoi, les roues avec des jantes. Donc, tout ce qui a marqué un peu l'époque, j'ai essayé de le récupérer pour le mettre dans un. Je ne savais pas à quoi ça servait. Hein, j'avais mis. Oui. Moi, est-ce que tu as des strokers? Les strokers, j'allais en parler, ouais. Ouais, j'en ai encore des strokers. Des trucks incroyables. Rien que le truck, à l'époque, ça coûtait super cher, quoi. Mais ça marchait même pas. Enfin, je me souviens que Thierry, on les avait essayés. Ça marchait, mais les roues restaient parallèles, quoi. Comme une voiture. C'est comme une voiture, en fait. Comme une voiture. Et ça tournait à plat. C'était pas question. Il y avait 50 pièces, je crois, par truck. C'était énorme. Avec des petits pistons et tout. Et puis, c'était super lourd. Ouais. C'était intraitable. C'était pas. Alors, pour l'anecdote, c'était un ami de Tom Sims qui avait conçu ce truc-là pour justement le downhill, pour ce qu'on appelle les cercueils roulants avec des carénages, des petits parachutes pour freiner en ligne droite, où les gars ils étaient riftés à l'intérieur, ils étaient allongés, et ils lâchaient la cale et ils partaient à toute balle dans la grande descente. Et c'était ces trucs-là, en fait, ils étaient anti-wobble, c'est-à-dire que comme c'était pas un système classique avec un axe central qui faisait cette oscillation de planche à arriver à une certaine vitesse, c'était l'idéal. Mais Tom Sims, quand il l'a vu débarquer dans son entreprise, il a dit oh là là, oui, son truc, bon, ok, je vais te faire plaisir. Il en a très peu vendu parce que c'était déjà cher, et puis compliqué à produire au niveau des pièces parce que l'usure des petits caoutchoucs, des petits pistons, c'était une usine à gaz. Donc il en a très peu vendu, mais c'est quand même resté pour l'élite des descendeurs en fait. Voilà, ceux qui faisaient beaucoup de downhill, quoi, ou de la luge comme on disait, à plat ventre, allongé, voilà. Alors, au niveau commercial, comment est-ce que tu faisais tes ventes? Tu faisais de la vente par correspondance ou tu faisais de la publicité dans les magazines? Comment ça se passait? Comment tu te faisais connaître? Là, ça c'est le premier track qu'on a sorti, je sais pas, 76 ou 77. Les premiers, j'allais aux sorties des écoles et je distribuais à la main parce qu'il y avait pas, enfin, il y avait peut-être des magazines, mais à l'époque, je savais pas qu'il y avait des magazines. Ouais. Et je démarchais autour de chez moi, quoi. C'est-à-dire que j'étais dans
une période, enfin, un espace géographique assez restreint, quoi. On n'était pas, enfin, je savais pas comment ça marchait le business, quoi. Donc, j'allais autour de chez moi, à des écoles, on faisait les terrains de sport, les trucs, etc. Et puis après, quand on a appris les magazines américains, on a compris qu'il y avait des magazines. Donc, on a essayé de faire ça dans les magazines français parce qu'il y avait un petit peu. Et puis, des magazines comme Castor Junior, comme des magazines de mômes, quoi. Donc, on faisait des pubs dans les magazines de jeunes. Et puis après, on a commencé à passer des pubs dans les magazines de sport, de skate et de glisse français. On n'a pas fait tout de suite de la VPC parce qu'au départ, on ne savait pas trop comment ça marchait. Et puis à force d'aller aux États-Unis, je voyais bien que les magasins américains, ils avaient des multi-magasins, c'est-à-dire qu'ils avaient des chaînes avec 10-15 magasins. Moi, j'avais pas de rond, donc j'avais pas les moyens de faire des magasins comme ça. Donc, j'ai pensé à la vente par correspondance. Donc, très rapidement, on a mis des bons de commande en bas des pubs. Moi, je pense que tu en as peut-être une où il y a ça dessus. Non, je crois que je ne l'ai pas. Je crois que la seule que j'ai, c'est la première. Mais ça c'était pas une vente par correspondance. Non, ça c'était tout le début. Ça, c'était les premières pubs, quoi. Alors, il y a une pub qui est magnifique, c'est celle-là. C'est vraiment. Ça, c'est une pub magnifique. Ça, c'était à quelle époque? Déjà, c'était plus Skateboarder House, donc c'était Hawaii, donc c'était 80, je pense. Ouais. 79, 80, ouais. Qui est-ce qui a conçu cette pub? C'est vraiment bien fait, quoi. C'est un brainstorming, hein. On était un peu, enfin, on savait pas trop, enfin, c'était pas simple à l'époque de faire passer un message. Donc, on était pro-américain, forcément, parce qu'à l'époque, les États-Unis nous faisaient rêver avec tous ces sports de glisse, de surf, le lifestyle, quoi. C'était quand même pour nous un vachement important. Donc, la plage, quand on allait à Biarritz, on était comme des fous, des Parisiens. C'était le bonheur, quoi. Coca-Cola, pareil, c'était à notre époque. À l'époque, c'était un rêve. Donc, on avait fait un report de logo. Là, tu marques la Way Surf sur la boîte. Tu vois presque du Coca-Cola, quoi. Enfin, Ouais. C'est génial, ça. C'est super, c'est vraiment super. C'est tout con, quoi. Le marketing, c'est génial au niveau, ça interpelle, quoi. Ça veut rien dire, mais ça veut tout dire, quoi. Donc, quelque part, il y a un message qui passe. Et c'est vrai, le numéro de téléphone, c'était encore 472, donc 672, donc il n'y avait pas encore le 01 dedans. Donc, une pub comme ça aujourd'hui, il y aurait des levées de boucliers parce que une canette abandonnée sur le littoral, ça craint, quoi, tu vois. En plus du coca, en plus avec du sucre, enfin voilà, c'est plus possible, quoi. Mais à l'époque, ça nous faisait bien rêver, on était comme des fous, quoi. C'est clair que. Alors, j'ai encore une question sur le skate. J'ai lu quelque part que vous aviez trouvé à Vitry-sur-Seine une maison, une villa avec des piscines, pas des piscines, mais des petits bassins. Tu peux nous raconter? Et c'est pareil, vous avez sauté les. C'était à Vitry, sur l'avenue en haut, pas loin du. Maintenant, il y a un musée là, à Vitry qui s'appelle le musée d'art moderne. C'était juste derrière. Ouais. Et j'avais un pote qui était avec nous, qui habitait à Vitry. Son père était fermier. Moi, j'habitais sur le plateau. C'était loin du plateau? C'est à côté de toi, juste le nouveau. Il y a un musée d'art moderne à Paris, à Ivry, là. Ouais. À Vitry, je veux dire. Qui est sur la nationale, je sais plus, 186, je sais plus. Et c'est juste sur le plateau, quoi. Et là où il y avait le juif Louis Aragon, tout ça, le métro qui passe? Non, c'est un peu, quand tu viens de Paris, c'est un peu avant la mairie, quoi. Ah ouais, ok. Ah, c'est sur l'autre avenue. Il y a une statue là, du buffet là, qui était au milieu, et c'est juste avant, quoi. Ah, ok. Et donc, il habite dans le coin, et il me dit, putain, il y a une baraque abandonnée, là, alors c'était une piscine, non, je pense que c'était un bassin, parce que ça faisait même pas un mètre de profondeur, quoi. Il y avait un arrondi au fond, donc on a nettoyé tout à l'américaine et on a skaté dedans. Alors c'était un copper, quoi. Il y avait vraiment juste un quater d'arrondi très peu profond. Et par contre, c'était magique parce que ça nous donnait une dextérité dans les jambes qu'on n'avait pas à l'époque, quoi, parce qu'on avait tendance à skater à plat, quoi. Donc là, d'un seul coup, on avait cet à-coup dans les jambes qu'il fallait encaisser et grinder sur le petit bord au-dessus. Donc c'était magique. Et puis c'était open bar. Quand on venait tard, on se retrouve entre potes. Quand tu vois les piscines américaines avec des profondeurs plus importantes, c'était le même délire, quoi. C'était pareil. Et à l'époque, tu avais un team ou pas? Ah oui. Non, parce que c'était un peu avant l'évolution du magasin. Donc notre team, c'était des potes, quoi. On avait une dizaine de potes
qui nous rejoignaient le soir quand ils faisaient le boulot, qui venaient au magasin. Et puis petit à petit, ces gens-là sont devenus le team. Mais c'était avant de faire le team, quoi. D'accord. Bah, des gens que tu as connus, Thierry, Oui, Youssef Guénam, c'est qu'il y avait, Chocorel, il y a eu quelques, il y avait un black aussi, je sais plus comment il Camilo s'appelait. Reyes. Comment? Camilo Reyes. Ah, c'était bien après. Non, c'était bien c'était après. après. Ok. Ouais, il y avait Bamba ou je sais plus qui encore. Ouais, tu parles d'Africains. Ouais, il y en avait des Ouais, lourds. il y avait un gars qui a fait beaucoup de démonstrations avec nous. Je l'ai perdu de vue et qui faisait toutes les démos avec nous. Et on avait une rampe en bois qu'on rentrait dans un tube H et on faisait des démonstrations dans les villes avant les feux d'artifice. On arrivait dans les endroits avec cette rampe-là et la rampe qu'on avait fait sur laquelle on avait voulu faire monter Tippett et qui n'avait pas voulu monter dessus, quoi. Mais il y avait pas, les côtés n'étaient pas verticaux, c'était 2 quateurs et deux plaques qui rentraient dans l'équateur, donc à 45 degrés sur les côtés, quoi. Mais vous n'aviez pas créé une rampe sur remorque, il me semble, non? Ah si, c'était après ça. Après. Ouais. Au début, on a commencé avec cette rampe en bois pourrie. Après, on avait une rampe sur remorque. Il y avait un central, deux bouts qui se rajoutaient dessus. Donc, c'était un morceau une rampe en 3 morceaux. Et puis après, il y a eu celle que tu avais vue au 6 jours, là, qui était avec du vertical. Oui. Alors là, j'ai une photo extraordinaire. Là, tu peux nous commenter qui est sur la photo? Eh ben, c'est Jenna de René au premier plan, Arnaud de René derrière et moi après. Ça, c'est quoi? C'est fin des années 70, j'imagine, non? Ça doit être peut-être plus tard, non? Parce que non, c'est plus tard, parce que tu vois, il y a déjà Robinège qui était jeune là, sur les Surfer Magazine. Donc, ouais. Non, c'était peut-être 85. Je pense qu'on avait fait un jour une projection de film derrière le magasin. On avait mis un écran géant dehors et on avait fait une projection de film avec de René qui était venu. Et Jenna de René, elle était déjà championne du monde ou c'était avant? Je ne pourrais pas te dire. Tiens, regarde, c'est en 83. Regarde, il y a une photo à côté là. La regarde juillet 83. Ah ouais, je vois. Moi, 83, ouais, c'est ça. Ouais. Donc je ne sais pas s'il était déjà championne du monde à l'époque, mais elle était déjà belle. Hein. Super, en tout cas, c'est génial. Ce qui est incroyable, c'est que, petit aparté pour Arnaud de René, parce que beaucoup de les nouvelles générations ne le connaissent pas du tout, même un petit peu les précédentes moins, ou quasiment pas. Arnaud de René, c'était quand même un jet-setter, c'était quelqu'un d'assez célèbre, qui a été un pionnier aussi dans le roll surf à Biarritz, dans 1964-65, et qui a amené ça aussi à l'époque, et qui, avec son frère Joël, qui est quand même quelqu'un on va dire du haut de gamme parce que c'est un écrivain aussi, il fait beaucoup de choses. Ils habitaient sur Randa, ils avaient un appartement à Paris et lui, il s'était lancé le défi parce que c'était un windsurfer avant tout dans l'âme et il s'était lancé les défis de faire tous les détroits de la planète. Malheureusement, son dernier lui a été fatal et il est parti en mer de Chine malgré les interdictions du gouvernement chinois et il a passé outre. Il est quand même parti pour franchir ce fameux détroit de Formose. Et l'armée lui a envoyé un croiseur à mi-chemin pour l'intercepter. Et soi-disant, ils l'ont jamais vu, mais Arnaud a disparu corps et bien depuis ce jour-là, quoi. C'est lui qui a été l'inventeur du speed sail, du fameux. Qui a fait des liaisons entre le skate et la planche à voile. Voilà, il a fait la même chose que pour le skate, mais avec la planche à voile. Voilà, c'est ça. Il a mis un vraiment de planche à voile sur un grand skate, quoi. Un grand skate, exactement. Voilà. Donc voilà, j'en ai parce qu'il allait en faire. C'était où? C'était au Touquet, je crois, ou dans le nord de la France. Oui, au Touquet, même dans les week-ends de Spitzel, on allait s'éclater, faire des plages. Tu faisais des bords de plage pendant 10 km allongés à ras du sol. C'était magique, ça. Déjà, nous, en 77, on a essayé les prototypes, Xavier, avec José, quand on l'avait rencontré à Hendaye sur sa plage fétiche, avec Jean-Pierre Marquand. Il tapait les pointes à 80 km/h avec ça, c'était incroyable. Alors là, j'ai une autre photo, c'est pareil, est-ce que tu peux la commenter? C'est une photo de l'équipe de France. Alors, je ne pourrais pas dire en quelle année c'était, mais alors c'était quand même assez grave parce qu'il y a une brochette de skateurs de l'époque qui sont maintenant pratiquement tous des businessmen. Donc à l'époque, j'avais sponsorisé l'équipe de France de skate. Ouais. Et en bas à 4 pattes, il y a Joël de Matos. Après, il y a Pierre-André Sénizergue. Ouais. Après, il y a Lozano. Il y a Roulant. Après, je ne sais plus qui c'est. Et en haut, c'est Chemiki.
Bresse. V7. Après, c'est V7, ouais. Après, c'est, tu disais tout à l'heure, le grand en sauteur en hauteur. Voilà, donc Ouais, Gévaudan. Ouais, Gévaudan, voilà. Ouais. Et donc, c'était à l'époque, ils avaient tous un sweatshirt Hawaii Surf j'avais sponsorisé, j'ai sponsorisé l'équipe de France, quoi. C'était. Génial. De toute façon, on était skateurs, donc on savait bien qu'on avait tous besoin de ronds. Donc, ceux qu'on avait un peu, on balançait sur les autres. Enfin, c'était un peu le but, quoi. Donc, on a toujours sponsorisé des mecs qui avaient besoin pour faire des voyages, pour des trucs comme ça. On a toujours aidé des petites marques parce qu'on préférait bosser avec des petites marques locales que des grosses marques. Alors, bien sûr, les grosses marques, on les adorait, mais il y avait moyen de trouver une place pour tout le monde, quoi. Donc, on a beaucoup aidé de la profession parce que de toute façon, il n'y a que comme ça que ça marche, quoi. Bien sûr, bien sûr. Qui gagnent de l'argent, on ne balance pas sur les autres, ça ne marche pas, quoi. C'est vrai que tu as été béni à ce niveau-là. Je veux dire que tu as été aussi un bon contributeur de la survivance au début des années 80 où il ne se passait plus grand-chose. Mais là, la photo qu'on vient de voir, c'était sous la période de Gabi Bresse et Jean-Pierre Champion, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Qui avait repris le flambeau après l'équipe d'anciens surfeurs, Villaverde, Roger Simi. Qui sont là, Gabi, on lui dit bonjour encore une fois. Ah oui, Gabi, il est là, ouais. On aura le plaisir de le recevoir très très bientôt quand tout ira bien. Voilà. Gabi, il a porté le skate à bout de bras pendant un paquet de temps. Oui, pendant un paquet d'années, ouais. Et si Avon est devenu si connu, c'est pas parce qu'il a perdu un S, c'est parce qu'il y avait Gabi derrière. Avon, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, franchement. Une énergie incroyable, quoi. Une reconnaissance internationale. Ouais, c'est clair qu'il a porté tout à bout de bras. Et bon, de toute façon, c'était un passionné, donc quelque part, on était tous dans le même bateau. Si on voulait que ça avance, il fallait qu'on bouge derrière, quoi. Donc, c'est bien quand même de se serrer les coudes comme ça. C'est un petit peu, j'imagine que vous connaissez l'histoire de Thrasher et de Independent, non? Donc, quand le skate s'est cassé la gueule dans le monde entier, aux États-Unis, donc ils ont commencé à faire Thrasher et Indépendant, et ils ont fait des fausses compétitions. Enfin, c'était des vraies compétitions, mais il y avait 10 pelés et 3 tondus, quoi. Et ils mettaient ça dans Thrasher en disant que c'est des compétitions, la Coupe du Monde et tout, et il y avait presque personne, quoi. Mais donc, eux aussi, quand il y a eu le creux de la vague au début des années 80, ils ont compris que pour que les trucks indépendants se vendent, il fallait faire quelque chose, donc ils ont fait ça, quoi. Vous étiez au courant que Thrasher avait fait ça avec Indépendant ou pas? Non, moi j'étais pas au courant. C'est ça. Oui. Il me semblait, ça me disait quelque chose parce que on parle beaucoup de ce truck, c'est une deal. Il est arrivé dans cette période-là, effectivement, quoi. Ouais, dans le creux de la vague. Ouais, c'est ça. Et après, ça s'est démocratisé. Mais tout ça, c'est parti aussi sur le mouvement rebelle dans la mesure où il n'y avait plus rien, plus de support, plus d'informations, plus de relais. Et le skate est retourné à la rue. Donc, c'est la grosse vague street, on va dire, de thrashers sous des fonds musicaux de punk, de rock. Voilà, et donc Thrasher, c'est l'apparition américaine qui reflétait bien cette tendance, quoi, de l'époque, quoi. C'était aussi les débuts de la Bonne Brigade avec les têtes de mort, les squelettes et tout. Voilà, c'était la grosse tendance du moment, quoi. Alors toi, Eric, comment ça t'a affecté ce creux de la vague au début des années 80? Comment tu as réussi à t'en sortir? On a toujours été assez ouvert avec d'autres sports, quoi. Donc déjà, quand on a commencé le skate, on a très très vite fait du roller. Parce que le roller était pour nous, on en faisait au même endroit, c'était les mêmes roues, c'était les mêmes gamelles, donc ça partage beaucoup de choses en commun. Donc on a eu le roller sous le coude assez rapidement. Et puis je crois que ce qui nous a aussi un peu aidé, c'est la planche à voile, c'est qu'on avait commencé à faire un peu de planche dans les années 80. Donc il y a eu la planche à voile, il y a eu le speedsail, et puis après il y a eu aussi le snowboard. Et très rapidement, on a vu un Burton dans une photo dans un magazine américain et on a copié un snowboard Burton et on a fait des Burton en 84, 85. On faisait déjà du snowboard, quoi. Donc, on était des sales gosses, quoi. On découvrait tous ces sports de glisse et on a plongé à chaque fois, quoi. Je veux dire que de faire du skate et du roller, c'est sûr que tu dis ça maintenant, les mecs ils te prennent pour un fou furieux, mais c'est quand même assez proche, quoi. Et les bonheurs et les passions sont les mêmes. Et quand tu descends de là, la photo que tu fais voir, c'est avec Fred Michel là, de Surface Mag. Oui. On faisait du snowboard à la montagne, mais il fallait les essayer. Donc on était loin de Paris, la montagne. Donc ça c'est à Fontainebleau.
Donc, on est à côté d'Avon. Donc, on allait faire du snowboard dans les carrières de sable fin. Et c'est comme ça qu'on mettait au point nos fixations, nos boards pour voir comment ça marchait, quoi. Alors en fait, toi, tu as commencé avec le skate, mais en fait, toi, tu as fait tout ce qui est sport de glisse, quoi. Surf, snowboard, speed sail, Planche à voile, planche à surf, voile. Ouais. même ski, tu vois, même ski, j'ai fait un peu de ski aussi, quoi. Donc, Ouais. Ouais, tu t'es vraiment diversifié, c'est comme ça que tu as tenu le coup, quoi, en fait. Hein. Tu as su rebondir finalement. Oui. Alors, c'était au départ la réussite, mais c'était aussi, je pense, à la fin, peut-être la chute, parce que on était tellement éparpillés dans tellement de disciplines que c'était compliqué, quoi. C'était compliqué d'être champion du monde en snowboard, en ski, en skate, en roller, en inline, en vêtements, en chaussures. Enfin, ça va quand tu bricoles, quand tu fais 2-3 petits trucs, mais quand tu es arrivé à faire une structure comme on avait pendant un moment, on avait 35 employés, on faisait 7-8 catalogues par an de 150 pages. Ben, c'était compliqué, quoi. Enfin, surtout pour quelqu'un qui n'a pas son bac et qui n'avait pas fait d'études commerciales. Oui. Je ne suis pas là pour me descendre, mais je n'ai pas appris à faire le business à l'école comme certains peuvent apprendre, quoi. Donc forcément, ça aide pas. Écoute, moi, je te rassure, moi, ce sont les études qui m'ont laissé tomber. Hein. et tu vois, comme quoi les autodidactes réussissent beaucoup mieux parfois que ceux qui ont fait des grandes études. Ah oui, parce que quand tu comptes avec tes thunes et que quand tu fais une erreur, oui, c'est pas pareil. Ouais. Ah, et puis quand tu fais des études, tu appliques des formules ou des choses qu'on t'apprend. Là, quand tu les apprends, c'est ton blaire, quoi. Tu essayes un truc, ça marche, ça te plaît, tu dis ça me plaît moi, ça va plaire aux autres, quoi. Donc il n'y a pas de raison, quoi. Donc, Alors, tu n'as eu qu'un seul magasin, c'est ça? Tu n'as eu que le magasin d'Ivry? Ouais, j'en ai eu un pendant notre moment, j'en ai eu un à l'Aqua Boulevard. Ouais, mais c'est toujours à Paris, non, c'est ça? Oui, c'était la porte de Ballard. Et pourquoi tu n'as pas essayé de faire un truc à, je sais pas, Lyon, Marseille, Nantes, des grosses villes, quoi? Non, parce que j'ai pensé faire des franchises, etc. pendant un moment, et puis je me suis dit, qu'est-ce qui me plaît? Est-ce que c'est gagner de l'argent ou est-ce que c'est d'être passionné et de partager ma passion? Ouais. Et moi, ce qui me faisait bander, c'est que quand tu discutes avec un môme et que en parlant d'un sport qu'il aime, tu as ses yeux qui pétillent et tu as une passion qui est passée entre lui et toi, ben c'est le bonheur, quoi. C'est ça qui m'a toujours fait vivre, et c'est pas de gagner des centaines de millions de dollars, quoi. C'est pas ça, quoi. Donc ça c'est pendant longtemps j'ai voulu, et puis en plus j'avais pas, encore une fois, j'avais pas cette notion de apprise à l'école ou de rentabilité où tu montes un business pour essayer de le commercialiser, de le multiplier, etc. Je savais que je savais pas faire, donc j'ai pas fait. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Oui, tu as appris sur le tas, quoi. Ouais. Et puis, tu sais qu'il y a un truc aussi qui m'est souvent resté à la tête, c'était Chattanooga, parce que Chattanooga il a toujours voulu rester petit. Et je voyais des Jean-Claude qui avaient franchisé, des gens qui avaient essayé de franchir et qui se sont pété la gueule. Et je me suis dit, mais ça sert à quoi? Sois heureux, reste petit, quoi. Voilà, c'était ma démarche aussi, hein, donc, et puis, il y avait un autre truc aussi qui m'a toujours passionné, c'est l'art. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours. Ma grand-mère était peintre, etc. Donc, j'ai toujours été bercé dans l'art. Et le skate, pour moi, était d'une créativité, d'un renouvellement, de se foutre de la gueule des McDonald's, des cartes bleues, de tout ça. Enfin, quand tu regardes les planches, il y a quand même des trucs qui ont été d'une créativité et d'une puissance énorme, quoi. Donc moi je suis très 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 attaché à ça. C'est aussi pour ça que je suis toujours resté dans ce milieu-là, parce que il y a des gens comme Obé qui ont commencé comme skateur à dessiner des planches, comme là tu faisais voir Chocolate avec plein d'artistes. Enfin, il y a quand même là c'est tous les riders avec chaque planche, même les logos de planches, il y a quand même une créativité sur ces plateaux qui fait, moi, qui m'a toujours fait craquer, et puis qui fait rêver les gens, ça c'est clair. Hein. Alors justement, tu parlais tout à l'heure de Natas. Peut-être qu'un des succès de Natas, c'est sa planche, quoi. C'est le dessin de sa planche c'était un jaguar, non, un tigre noir qui faisait avec des griffes. Une panthère. La panthère, ouais, c'est ça. L'origine de ça,
C'est vrai que les planches des années 70, il n'y avait pas encore tout ce design. Hein. Le skate est venu juste après un véritable support visuel pour tous les artistes, toutes les tendances, les modes. Il y a des collections incroyables, comme tu le dis si bien. Il y a de quoi vraiment, c'est monstrueux. Hein. Et je crois que c'est Octane. À l'origine, il y avait juste le logo de la marque, quoi, tu vois. Et puis, oui, au début, il y a que le logo de la marque, mais je crois que Octane a été un des premiers à nous faire rêver avec ses dessins de délire, quoi, qui était assez. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai que c'est un outil incroyable, le skateboard, hein, de diversité, de culture, c'est terrible. Tout était autorisé. Enfin, il y avait pas de. On se foutait de la gueule du logo carte bleue, de la McDonald's, de Hermès, de Chanel, de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y avait. On s'en foutait. Enfin, ils s'en foutaient tous. De toute façon, c'était des petites séries, donc il n'y avait pas non plus. Quand ils fabriquaient des planches, c'était 1000, 2000. C'était pas 100 000. Donc, le mal n'était pas très très grave. Quoi. Le temps qu'il remonte la source, il y avait déjà plus de planches, donc c'était déjà réglé. Quoi. Est-ce que tu as vendu une planche, je crois que c'était World Industry, où la planche était vendue dans un sac en plastique noir et le dessin était une pin-up complètement nue. Je me souviens plus. Oui, bien sûr. C'est la Randy Colvin, je crois. Ouais, c'est ça, voilà. Incroyable. Et toi, tu les vendais avec le plastique noir ou t'enlevais le plastique noir? C'était plus la vendre. Enfin, on la vendait avec le plastique, quoi, c'est clair. Tu la vendais avec le plastique. Ouais. Mais il a fait même des planches, World Industry, il a fait des planches How to Kill Yourself. Comment C'était des fous furieux. C'est vrai qu'il y a eu des trucs assez fous, quoi, assez porn et compagnie, mais bon, c'était trash. Ouais, mais c'est ce que disait Eric, c'était en fait pour se foutre de la gueule des autres, quoi. Tu vois, c'était pas pour faire du porn ou des trucs comme ça. C'était vraiment fuck you, tu vois. C'est ça. Et alors, à ce titre-là, il y a un accessoire qui a joué un rôle assez important, justement, sur ces bords des années street. C'est les fameux rails. Ils avaient un double usage. Le premier, c'était de protéger le design en dessous de la planche quand tu faisais des Smiths ou tu grattais les curbs pour pas abîmer le super design. Et en même temps, ça raccourcissait le mouvement sur le coping pour faciliter. Et aussi la préhension quand on cachait la board, c'est clair. Donc voilà, c'était à la fois utile dans la pratique, mais aussi pour préserver le motif, je pense. Quoi. Il y avait un double jeu, c'était pas mal comme idée. Quoi. Et ça avait disparu d'ailleurs. Les slicks, non, ça est revenu par moment, hein, ça fait des allers-retours. Quoi. Et les planches en slick aussi, qui étaient des décorations sous du formica, quoi, pour pas l'abîmer. Quoi. Ah ouais, bien vu. Ouais. Parce que c'est vrai qu'une planche en travers, bonjour. Tu fais 2 slides sur un trottoir, ton déco, elle est partie. Quoi. Donc, c'est ça. Mais tu vois, c'est incroyable cette histoire d'art parce qu'en fait, les planches, elles ont toutes à peu près la même forme, la même épaisseur. Elles sont toutes. Techniquement, il n'y a pas beaucoup de différence entre une marque et une autre. Quoi. Ce qui fait la différence, c'est vraiment l'art graphique qui est en dessous la planche. Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux pas dire ça à un skater. Mais non. Tu prends une planche fabriquée en Chine et une planche fabriquée aux États-Unis, déjà, c'est pas la même peps, c'est pas la même, etc. Mais bon, c'est vrai que à distance, il n'y a pas une grosse différence, quoi. À rider, si, mais à distance, il n'y a pas une grosse différence. Mais par contre, ce que les mômes achetaient, c'était l'image du rider, quoi. C'était l'image du rider qui était dessus, quoi. Plus il était destroy, plus il était hard, plus il se foutait de la gueule du monde, mieux il vendait, quoi. Moi, j'ai vu les jeunes en magasin chaque skater, chaque pro rider d'une marque avait, je sais pas, 50 cents ou $1 par planche vendue, quoi. Donc, plus il en vendait, plus il était blindé, quoi. Mais les jeunes qui viennent acheter des planches, c'est tout d'abord le design qu'ils recherchent, hein, parce que aujourd'hui, le skateboard, le plateau, il est complètement standardisé. Hein, c'est quasiment les mêmes shapes de partout, quoi. Et il y a juste le design qui change, quoi. Et les jeunes, ils s'accrochent plus sur le design que sur la forme, quoi, maintenant. C'est clair. Et encore, c'est le marketing, hein, c'est le logo, la marque, d'où elle vient. Et regarde, quand Jart, qui est fabricant espagnol, est arrivé sur le marché il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, quand ils sont arrivés sur le marché, tout le monde leur crachait la gueule parce que les Espagnols, ils n'étaient pas capables de fabriquer des planches, quoi. C'est vrai. Je leur ai dit, putain, au contraire, on va pouvoir avoir des planches fabriquées en Europe. Donc, je leur ai ouvert tout de suite la porte et j'ai sponsorisé Marc Aziza pendant, je sais pas, 25 ans. Les premières planches que je lui ai faites essayer de chez Jart, je lui ai pas dit que c'était Jart. Il n'aurait jamais voulu les essayer.
Et je lui ai fait essayer ses planches. Je lui ai dit, bah, tiens, tu veux pas, j'ai trouvé un mec qui peut te faire des planches, essaye-la. Il me dit, oh putain, elles sont super bien, quoi. Alors que je leur ai dit que c'était Jart, il m'aurait dit, non, elles sont pourries, quoi, même s'ils les avaient essayées, quoi. Jart, C'est aussi comment dire, une démarche dans la tête qui fait que tu t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Donc, et maintenant, ils fabriquent pour plein de marques américaines sous licence en Europe, et personne ne le sait, quoi. Donc, Mais tu sais ce que tu dis au niveau de la technique des planches et tout. Moi, j'ai travaillé pendant très longtemps dans l'industrie du vin, du champagne, etc. Et on s'aperçoit que 90% des gens n'y connaissent rien du tout, quoi. Alors, on a l'impression, parce que nous, on est professionnels, on vit et tout, et les gens te disent, ouais, parce qu'avec tel bois, c'est mieux et tout. Mais 90% des gens, ils se rendent pas compte de la différence entre un vin à 40 euros et un vin à 5 euros, quoi, tu vois. Et moi, j'ai travaillé dans le champagne également. Moi, j'habite en Californie et il y a du champagne californien qu'on vend 6 ou 7 dollars, qui c'est pas du tout comparable à du Moët et Chandon. Et les gens, ils voient pas la différence, quoi. Tu vois, tu leur fais goûter du Moët et Chandon et du vin et du champagne californien à 7 dollars. Ils te disent, bah, c'est quoi la différence? Et donc, ce que je veux dire, c'est que effectivement, même s'il y a une différence technique entre telle et telle marque, la plupart des skateurs voient pas la différence, quoi, tu vois. Techniquement, ils sont pas assez bons. Ils sont pas assez bons pour s'apercevoir qu'une marque est meilleure qu'une autre. Et tu as tout à fait raison, parce que moi, je collectionne des planches et on retrouve encore plein de planches neuves d'il y a 20 ans, 30 ans. Comment tu peux avoir des planches neuves d'il y a 30 ans? Bah, c'est que tu les as pas raidées. Ouais. C'est pas compliqué, quoi. C'est vrai. On t'a offert une planche où tu l'as foutue dans un garage et tu t'en es pas servi. Donc, il y a un être skater, alors plus maintenant parce que mais pendant un moment, être skater, c'était appartenir à une tribu. Donc, ça veut dire que même si tu faisais pas de skate, tu en avais dans ta chambre, ça voulait dire que tu étais un peu rebelle, que tu étais un peu. Enfin, ça te rapprochait à une tribu qui disait ce qui t'était, quoi. Donc, forcément, c'est ce que tu disais un petit peu. Il y a combien de mecs savent passer un ollie à 50 cm ou savent sortir 3 roues et grinder sur le coping? Il n'y a pas 50 000, quoi. Donc, ouais. C'est ça. Bien, bah, les amis, je pense que au niveau timing, Xavier, oui, j'ai encore une question très rapidement. Oui. Donc, en fait, Eric, toi, tu es probablement, je vais dire, le plus grand entrepreneur de skate en France, quoi. Il y en a d'autres, il y a V7, il y a Pierre-André, etc. Alors, s'il y a un jeune qui a 18, 20 ans, 25 ans, qui vient te voir et qui te dit « Ah, moi, le skate, c'est ma passion, j'aimerais vraiment faire des planches ou faire un magasin », ou quel conseil tu lui donnerais? Donc faire pour se faire plaisir et puis faire l'autre métier, quoi. Tout simplement. Il n'y a pas d'argent à gagner dans le skate, quoi. Donc il y a vraiment à prendre du plaisir à faire du skate, mais ça c'est incontestable. Maintenant à en vivre, ouais, c'est dur. Hein. C'est compliqué. C'est même pas compliqué. C'est à mon avis impossible à survivre. Voilà. Donc il vaut mieux vendre des assurances ou des photocopieurs et puis faire du skate le soir, quoi. Voilà, ça c'est. Voilà, vous ne risquez pas le burn-out, n'est-ce pas? Donc évitez de vous lancer dans le commerce parce que c'est la mer à boire et Eric en est la preuve vivante. Moi j'ai tenu 45 ans et au bout d'un moment, j'ai craqué parce que ils vendaient des planches d'Allemagne moins chères que moi, sans port, sans etc. Enfin voilà, donc et les mêmes. Donc il y a un moment où la passion ne fait pas. Il n'y a pas que la passion qui fait vivre, quoi. Voilà. Ouais. Ben, félicitations d'avoir tenu aussi longtemps, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup pour toutes ces planches que tu nous as vendues. En fait, c'est même pas vendu, on a profité de ton magasin pour s'acheter des planches et pour pouvoir avoir du bon matériel varié, etc. Donc, c'est vraiment super, quoi. Donc, on est vraiment ravis que tu aies tenu 40 ans ou plus de 40 ans. Et puis, on est ravis que tu sois venu aujourd'hui. C'est ça. Écoutez, c'est moi qui vous remercie parce que ça fait un petit moment que je suis parti et là, ça fait revivre ces moments précieux. Mais bon, je fais toujours du snowboard, je fais toujours C'est bien, c'est bien. Sur la côte basque, donc je m'étape encore. On n'a plus qu'à te souhaiter une excellente retraite au pays, n'est-ce pas? Et puis, moi, je te dis à très vite parce qu'on va bientôt se voir. Et puis, porte-toi bien. En tous les cas, merci messieurs, en tout cas. En tout cas, on a vécu des très très belles années, c'était magnifique. Ah oui, mais on ne peut pas, là, à peine une petite heure, raconter tout ce qu'il doit y avoir, tout ce qui est en parallèle. Mais c'est vrai que tu as énormément donné, tu as été une figure incroyable tu as porté ta pierre à l'édifice, quoi. C'est clair. Merci, messieurs. Merci bien.
Bonne soirée à tous. Merci à ceux qui nous ont Merci, Eric. écoutés. C'était sympa. Et puis, à samedi prochain pour recevoir un nouvel invité surprise. Voilà. Merci bien, Thierry. Un bon Au dimanche. revoir.